Bonsoir à tous, il est 18 h, jeudi 15 avril. Merci de nous rejoindre pour le journal dans l'actualité ce soir. De l'aventure avec cet exploit préparé par Théo Curin, athlète paralympique amputé des 4 membres. Il prévoit la traversée à la nage du lac Titicaca au Pérou en 10 jours. Une prouesse physique qu'il prépare cette semaine à Annecy dans une eau à 8 degrés. Emmanuel Jaude a suivi son entraînement. De l'aventure encore avec notre invitée du jour, la coordinatrice du Festival international du film Aventure et découverte de Val d'Isère. Elle sera avec nous. La 24e édition se déroulera dans quelques jours en ligne. On y revient dans quelques minutes. Vous le savez, la saison d'hiver a été compliquée pour les professionnels, notamment du tourisme. Conséquence parmi d'autres, les difficultés rencontrées par les agences immobilières. La non-ouverture des remontées a provoqué une chute de 80% des réservations des locations saisonnières en Savoie-Mont-Blanc. Un chiffre avancé aujourd'hui par la FNAIM qui rassemble 350 agences gérant 10 000 chalets et appartements de propriétaires. Pour cet hiver, le taux d'occupation moyen était de 18% contre 65% l'an dernier. Une difficulté d'autant plus pesante pour les professionnels puisqu'ils ne sont pas éligibles au fonds de solidarité montagne, l'activité de location ne dépassant pas 50% de leur chiffre d'affaires. Avant le lac Titicaca, c'est 122 km et 3800 mètres d'altitude, le lac d'Annecy. C'est un projet aussi atypique que spectaculaire que nous vous invitons à découvrir ce soir. Depuis le début de la semaine, 3 nageurs de haut niveau ont fait du lac d'Annecy leur site d'entraînement dans le but de traverser avant la fin de l'année le lac Titicaca à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Un périple en totale autonomie qui se prépare donc en Haute-Savoie. Emmanuel Jaude et Manon Boulben les ont rencontrés. Sur les rives du lac d'Annecy, 3 nageurs un peu fous découvrent leur habitation pour les prochains jours. Cette tente sur cette petite embarcation concrétise en effet le réel début de leur aventure. Là, c'est un moment de dingue. On vient d'arriver à Annecy, du coup, il y a beaucoup de vent. Et on vient de découvrir cette embarcation. C'est vraiment un prototype. Et on a fait plusieurs prototypes. Donc on a commencé par tirer des kayaks avec du sable dedans. Et aujourd'hui, on a vraiment une évolution, un niveau au-dessus. On a une tente dessus. On va essayer de dormir dedans. C'est hyper excitant. Il y a beaucoup de boulot derrière. Et c'est un terrain de jeu d'aventurier, quoi. Donc Annecy, je trouve ça génial de pouvoir faire ça ici et de se tester avant de se lancer dans la grosse aventure. Leur but affiché, traverser les quelques 120 km à la nage que représente le lac Titicaca en Amérique latine. Un challenge ambitieux mais réalisable pour le trio, composé d'un nageur paralympique, d'une vice-championne olympique et d'un aventurier. Une équipe qui ne prend pas ce défi à la légère. On va nager environ 2 fois chaque journée. À côté de ça, on va apprendre à être en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on va être que tous les 3. On va apprendre à faire à manger pour tous les 3. On va manger de la nourriture lyophilisée. On va énormément récupérer aussi parce que nager dans de l'eau à moins de 10 degrés pendant 2 heures, c'est hyper épuisant pour le corps. Donc on va devoir récupérer entre chaque séance. Et puis apprendre encore à se connaître un peu plus parce que ça y est, on est des très bons potes, mais il faut qu'on en apprenne encore un peu pour être vraiment relax encore une fois au Pérou. Véritable test en situation, cette semaine sur le lac d'Annecy vise donc à tester autant le matériel que les membres de l'équipe. Après le lac de Tignes et celui de Compiègne, l'arrivée dans les eaux haut-savoyardes est synonyme de grands pas en avant. Vraiment très excitée parce que on découvre tout. Comment est la tente, comment on va pouvoir justement s'organiser dedans. Et l'excitation vient aussi parce qu'on a hâte de voir comment ça se passe dans l'eau. Là, il y a beaucoup de vent. Et c'est bien que ce soit des conditions extrêmes pour pouvoir justement avoir ces conditions avant de partir dans la traversée. Et c'est génial. Après cette semaine de test, le trio continuera bien sûr de s'entraîner en suivant le calendrier précis qui les emmènera réaliser leur exploit au début du mois de novembre. Et on verra peut-être ces images de cet exploit, pourquoi pas, un jour au Festival international du film Aventure et découverte. La 24e édition commence lundi prochain à Val d'Isère, vous en doutez, une édition particulière en ligne. Et c'est en ligne que l'on rejoint sa coordinatrice Anna Jaziolek. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors d'ordinaire, le festival représente 10 000 spectateurs, un présentateur, Sylvain Tesson, une compétition réunissant une dizaine de films internationaux. Forcément, vu le contexte, certaines choses changent, d'autres restent en cette 24e édition qui aura lieu, je vous le rappelle, donc du 19 au 22 avril, donc en plein confinement. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que vous avez pu conserver ?
Donc on va quand même garder le cœur de ce festival. Effectivement, il aura lieu, comme les autres années, du lundi au jeudi, du lundi 19 au jeudi 22 avril. 11 films en compétition, comme les autres années. Nous allons changer de présentateur, puisque Sylvain Tesson, le maître des cérémonies habituel de ce festival, n'adhère pas forcément à cette version numérique, c'est pas forcément sa religion. Par contre, nous allons avoir Stéphane Dugast, un réalisateur, présentateur et un journaliste qui sera avec nous pour présenter ses films, qui était également membre du jury de ce festival en 2018, donc il connaît bien notre festival. Nous allons également pouvoir voter pour les films, puisque c'est les spectateurs qui seront les jurys de ce festival pour décerner le grand prix du public. Alors, l'an dernier, vous aviez dû annuler. Pourquoi c'était important de maintenir cette 24e édition, du coup ? Il nous a paru très important de maintenir cette 24e édition en 2021 pour notamment garder un lien. Pour nous, le festival, c'est une vitrine. On a voulu la garder, la maintenir. C'est une vitrine entre ceux qui font des œuvres et entre nos clients, mais également entre nos partenaires. Donc il nous a semblé vraiment important de la garder pour garder ce lien et aussi transmettre toujours de l'aventure à nos clients. Malheureusement, cette année, par un écran interposé, mais nous espérons en présentiel en 2022. Et on l'espère aussi. Alors cette version en ligne, est-ce que ça peut être l'occasion aussi de toucher un public plus large ou en tout cas différent ? C'est ce qui a pu être constaté sur certains festivals de cinéma, puisqu'ils ont eu lieu au cours de cette année qui vient de s'écouler, souvent en ligne. C'est l'occasion d'aller peut-être chercher un public un peu différent ? Complètement, c'est également notre souhait. Nous espérons que cette occasion, nous savons tous, une crise, ça peut être également une opportunité. Nous espérons qu'une version numérique, du coup, une version inédite, peut nous permettre de toucher un autre public et peut-être les faire venir l'année d'après à Val d'Isère pour découvrir ce festival en présentiel dans cette belle salle d'auditorium où je me trouve actuellement. Et grâce à ce festival numérique, donc peut-être on touchera des gens de l'autre côté de la France qui n'ont jamais découvert ce festival. Donc c'est une vraie opportunité pour ce festival également. Alors comment s'est passée la sélection ? Est-ce que certaines personnes, certains chanceux ont pu vivre de l'aventure cette année, puisque la pandémie a été mondiale, les confinements ont eu lieu un petit peu partout dans le monde, donc il y avait quand même des films d'aventure et de découverte à sélectionner cette année ? Il y en avait bien sûr. Effectivement, certaines aventures datent peut-être avant la crise, mais nous avons également une avant-première à Val d'Isère. Donc, c'est le film qui va ouvrir le festival le lundi 19 à 18h. Donc, Ambrosella, le film avec notre aventurier local, Frédéric Henry. Donc, cette crise également, c'était une opportunité pour certains de créer des aventures, mais plutôt chez nous, donc en France, notamment pour ce film en Tarentaise. Dans ce film, l'aventurier VTTiste Frédéric Orny a rallié Val d'Isère à Chamonix en VTT pendant 3 jours. Donc c'était une occasion de changer d'aventure, de peut-être garder l'esprit de notre terroir local, de notre territoire et découvrir d'autres lieux et d'autres exploits qui peuvent se faire à notre porte. Par contre, également, on a d'autres films qui ont été réalisés juste avant la pandémie, qui ont sorti au tout début de 2020, comme Planète Méditerranée, par exemple, avec Laurent Balesta. Alors chaque soir, 3 des 11 films en compétition seront diffusés gratuitement sur le site internet du festival. Les échanges auront lieu ensuite en direct avec le public et il est possible de voter, c'est-à-dire que la compétition, elle est bien maintenue. Qui vote et pour quel prix ? La compétition, effectivement, elle a été maintenue pas à 100%, pas dans sa forme habituelle. Normalement, nous avons les membres du jury qui sont assis dans cette salle pendant les 11 projections des films en compétition pour décerner 4 prix. Cette année, nous allons garder 2 prix. Donc, nous avons le grand prix du public. Donc, c'est vous, les spectateurs, qui allons pouvoir voter sur les sites web du festival. Donc, le live va avoir lieu sur notre site web. Et également, vous allez pouvoir y voter. Donc, le but, c'est de décerner le film qui vous a plu parmi les 11 le plus. Donc, à l'issue de chaque projection, vous allez pouvoir voter, donner votre
notre impression sur ce film, beaucoup à la folie, pas du tout, sur un système qu'on a toujours eu sur le festival, mais en présentiel. Maintenant, ça va avoir lieu en ligne. Et nous allons aussi avoir un deuxième prix, c'est un prix de un de nos partenaires, Titre à Film, qui va décerner le prix Espoir. C'est un prix d'encouragement pour des premières réalisations. Et nous avons une chance cette année, dans la sélection, nous avons 4 premières réalisations. Donc nous allons voir quel film a plu le plus à notre partenaire Titre à Film. Dernière question, donc je l'ai dit, les films seront diffusés gratuitement via le site du festival. Comment ça se passe si on veut ne pas manquer, ne pas manquer cette programmation? Effectivement, le rendez-vous n'est pas à manquer. Le rendez-vous le premier jour, le lundi 19 avril, sur le site web du festival, donc festivalaventuredécouverte.com. Vous allez sur ce site directement et sur la home, sur la page principale, vous allez avoir un lien direct vers une plateforme Vimeo qui va retransmettre ce plateau sur lequel je me trouve actuellement avec Stéphane Dugast, les présentateurs, qui va vous présenter ce festival et également les 11 films en compétition et qui va accueillir certains de ces réalisateurs et aventuriers sur cette scène. Donc, on va garder l'esprit du festival. On a voulu transmettre ce festival en ligne. Donc, on garde l'esprit. Donc, on aura certains aventuriers sur place, certains en visio. Donc, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site festivalaventuredécouverte.com dès lundi au jeudi 19 au 22 avril à 18h et vous pouvez suivre 3 films d'affilée. Vous pouvez rester avec nous de 18h à 22h30 à peu près, profiter de cette soirée ou également voir des films de votre choix. Donc vous avez toute la programmation qui est disponible sur le site web du festival et vous pouvez également vous rendre sur ce site à 21h mardi soir, le mardi 20 pour regarder Planète Méditerranée avec Laurent Balesta, par exemple. Par exemple. Merci beaucoup Anna et je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup et j'espère que vous serez nombreux pour nous suivre également depuis chez vous. Merci. Et de Val d'Isère, on bascule à Valseny dans un monde sans Covid. Les remontées mécaniques de la station de Haute-Maurienne auraient dû fermer le 15 avril. Finalement, elles tourneront jusqu'au 16, ce vendredi. Un prolongement pour accueillir les derniers stages et tests dédiés aux futurs professionnels du ski. La semaine dernière, 140 candidats pisteurs secouristes étaient présents sur le domaine. Cette semaine, une centaine de stagiaires de l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, a profité des remontées ouvertes et des pistes damées. Des stagiaires qui se préparent à devenir ou moniteurs ou athlètes de haut niveau. On écoute quelques réactions envoyées par la station. Toutes les formations qui ont eu lieu ici à Valseny, que ce soit avec le Greta, avec les organismes de formation tels que l'UCPA ou voire Jeunesse et Sport, et l'ENSA, l'École de ski nationale et alpinisme, a généré quand même une petite économie. Alors pas autant que si nous étions ouverts pour le public, mais on peut estimer à plus de 5500, 6000 nuitées qui ont été générées par ces personnes qui sont venues en formation et qui se préparent pour l'hiver normal qu'on aura l'année prochaine. La station de Valseny nous a permis de faire de la formation dans de très bonnes conditions, avec vraiment des terrains variés, et puis on a quand même un assez gros volume de formation, donc juste une petite piste par-ci par-là, c'était pas forcément facile. On a eu de super conditions, on a eu de très belles conditions de neige. On bénéficie de conditions quand même particulièrement favorables. Bon, même si ce matin la météo n'est pas géniale, mais les terrains sont vraiment parfaits. Ici, on a quand même super bien optimisé nos périodes de formation. Et on peut remercier l'organisation locale. Si la saison des distilleries ambulantes a pris fin il y a quelques semaines, certains sont encore à l'œuvre. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Saconnet-d'Arve, dans le canton de Genève, où une distillerie plus que centenaire perpétue elle aussi cette tradition de la distillerie à façon, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce savoir-faire séculaire. Reportage. Eau de vie de fruits à noyaux et de fruits à pépins, esprit de petits fruits, la distillerie de Saconnet-d'Arve transforme chaque année des milliers de kilos de fruits pour sa propre production et pour de nombreux particuliers qui entretiennent ou possèdent des arbres fruitiers dans leur jardin ou leur exploitation agricole dans le canton de Genève. Un service de distillation à façon qui compte à ce jour plus de 800 clients genevois, tous soucieux de produire des eaux de vie de caractère, sans ajout de produits chimiques et si possible sans levure de sélection, pour correspondre le plus fidèlement possible au terroir.
Quand on a compris où était la qualité et où étaient les goûts qui nous intéressaient, recherche d'une signature. Moi, c'est sûr que je ne vais pas faire tout à fait un kirsch comme d'autres distillateurs et d'autres distillatrices. Il y a certains arômes, notamment les arômes épicés ou toastés, qui m'intéressent vachement. Donc ça, je vais essayer de les conserver, de les mettre en avant sur la fermentation et sur la distillation. Ouais. Mentionnée pour la première fois en 1895, la distillerie a traversé les âges pour être aujourd'hui un haut lieu patrimonial représentant un trait d'union certain entre la ville et la campagne et entre la production arboricole et l'artisanat. Si elle a dû renoncer en 1978 à déplacer l'Alambie de village en village, la concession fédérale de distillation l'autorise toujours à travailler sur 2 alambies en cuivre, conduits à la main, l'un datant de 1923 et l'autre acheté neuf en 2018. Il y a beaucoup de distilleries qui se diversifient, qui font du gin, de la vodka, de l'absinthe, du rhum. Moi, je n'ai pas envie de faire autre chose avant d'avoir vraiment compris comment maîtriser et amener quelque chose avec les eaux de vie de fruits. Pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. Là, je suis sur... j'essaye d'améliorer, par exemple, une eau de vie de pêche de vigne depuis 2-3 ans. Et c'est compliqué. La pêche de vigne, il y a un côté un peu... c'est brut, quoi. C'est très astringent, c'est assez peu aromatique. Il faut vraiment travailler. Moi, j'ai justement envie de démystifier aussi l'activité. Je trouve très bien et très intéressant d'amener un maximum de gens vers l'alambic, de leur expliquer comment ça se passe techniquement, pour sortir un petit peu cette activité de ses arcanes et de dire que c'est tout simple, c'est mécanique, c'est technique, c'est chimique évidemment, mais on ne va pas transformer le plomb en or, quoi. On est juste là pour sortir l'alcool du fût. Cerises, mirabelles, pruneaux, coings, pêche de vigne ou même labellisé en agriculture biologique pour les poires, la distillerie de Saconnet d'Arves produit également ses propres fruits. Une production issue de ses vergers en conduite biologique. Plus que centenaire, elle perpétue désormais une tradition, une mémoire artisanale portée par les agriculteurs et les viticulteurs et soutenue par de très nombreux propriétaires privés qui cherchent à transformer leurs fruits de leur jardin de façon atypique et originale. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Juste après, on part à Chamonix pour mieux connaître les équipes de l'école militaire de haute montagne avec Panorama. Emmanuel Jaude est aux commandes et demain, aux commandes du JT, vous retrouvez Victoria Lopez. On reste connectés ensemble sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée.